Le premier jour où Valérie a apporté du café à la vieille dame du parc, ce n'était pas par habitude. C'était par une impulsion qui lui a serré la poitrine, comme si quelqu'un lui avait chuchoté « Aujourd'hui, ne la laisse pas seule ». Et ce que Valérie ignorait, ce que personne ne savait, c'est que ce petit verre fumant allait allumer une vérité si grande que lorsqu'elle éclaterait enfin au grand jour, un millionnaire orgueilleux se retrouverait sans voix et le cœur à vif. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes ne commencent pas dans des manoirs ou des bureaux de luxe. Elles commencent sur un vieux banc, dans un parc quelconque, avec une femme fatiguée, tremblant de froid, et une employée qui décide de regarder là où tous les autres détournent les yeux. Mais écoutez ceci, car si vous restez, vous comprendrez pourquoi cette histoire a fait pleurer même ceux qui juraient ne plus rien ressentir. Valérie apportait du café tous les jours à une dame inconnue. Et quand le propriétaire de la maison où Valérie travaillait l'a appris, il a cru que c'était une folie, une perte de temps, une manie. Jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, il la voit de ses propres yeux. À cet instant, quelque chose s'est brisé en lui. Ce n'était pas à cause du café, ni à cause de la dame. C'était à cause de la façon dont Valérie lui tendait ce verre, comme si elle tenait quelque chose de sacré. C'était à cause de la façon dont la vieille dame la regardait, comme si Valérie était la dernière bonne chose qu'il restait au monde. Et c'était à cause de ce que le millionnaire a entendu ensuite. Des mots si simples et si dévastateurs qu'ils l'ont obligé à affronter une vérité qu'il cachait depuis des années. Avant de continuer, je vous dis quelque chose. Si jamais vous avez eu l'impression que le monde avait oublié les bonnes personnes, abonnez-vous à la chaîne, car des histoires comme celle-ci vous rappellent qu'un petit geste peut changer un destin. Et maintenant, dites-moi en commentaire, que feriez-vous si vous découvriez qu'une personne proche de vous aide secrètement une personne dans la rue tous les jours? Cela vous dérangerait-il ou vous inspirerait-il? Laissez un commentaire, car ce qui suit va vous faire réfléchir différemment. Valérie avait 32 ans, la peau claire, les cheveux foncés, attachés en un chignon pratique, et un regard qui semblait toujours demander la permission d'exister. Elle était venue à Lyon depuis un petit village en Ardèche, cherchant du travail pour subvenir aux besoins de son fils, Louis, 7 ans, qui était sa raison de se lever même quand son corps ne le pouvait plus. Elle travaillait chez Mathieu Dubois, un homme d'affaires connu dans toute la ville, propriétaire de sociétés de construction, d'hôtels, d'investissement, un de ces hommes qui apparaissent dans les magazines avec des sourires parfaits, mais qui, en personne, ne regardent presque jamais dans les yeux. Mathieu vivait dans un quartier chic près des Monts d'Or, dans une immense maison avec des baies vitrées qui reflétèrent le ciel comme si le monde extérieur n'était qu'une décoration. Il avait des employés, jardiniers, chauffeurs, cuisinières, et il avait autre chose, un silence pesant, comme si cette maison était pleine de choses non dites. Valérie était la nouvelle, celle qui avait remplacé 2 autres employés en moins de 3 mois. Et cela en disait déjà long. Dès le premier jour, Madame Dupont, la gouvernante, l'avait prévenue à voix basse en lui montrant où étaient les produits de nettoyage. « Ma fille, ici on travaille vite, sans poser de questions, et sans se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Le patron est compliqué. » Valérie n'a pas demandé ce que signifiait compliqué, car quand on doit payer un loyer, acheter des médicaments et envoyer son enfant à l'école, on apprend à ne pas poser trop de questions. Mais même ainsi, certaines choses étaient évidentes. Mathieu Dubois n'était pas un homme heureux, ni même un homme tranquille. Parfois, Valérie le voyait sortir sur la terrasse, le téléphone collé à l'oreille et le front froncé, comme si chaque appel était une dispute. D'autres fois, elle l'entendait marcher la nuit dans le couloir, à pas longs et impatient, comme un lion en cage. Et sur la table de la salle à manger, il y avait toujours un couvert en plus, une place vide, comme s'il manquait quelqu'un. Valérie l'a remarqué, mais n'a rien dit. Jusqu'à un jour, alors qu'elle sortait les poubelles, Mathieu est passé près d'elle et a parlé sans la regarder. « Ne jetez pas les sacs dans le grand conteneur. Utilisez celui de derrière. » Valérie a hoché la tête. « Oui, monsieur Dubois. » Mathieu s'est arrêté une seconde, comme s'il avait attendu une autre réaction. « Comment vous appelez-vous ?»« Valérie, monsieur. »« Valérie, » a-t-il répété, goûtant le nom comme s'il ne l'aimait pas. « Bien, faites juste votre travail et ne me causez pas de problème. » Et il est parti. Ce n'était pas une insulte directe, mais Valérie a ressenti l'humiliation tout de même. Car il y a des gens qui n'ont pas besoin de crier pour vous faire sentir inférieur. Malgré tout, Valérie a tenu bon. Elle a supporté les longues journées, les exigences, la froideur, jusqu'à ce que la dame du parc apparaisse. Le parc de la Tête d'Or se trouvait à 15 minutes à pied de la maison, et Valérie y passait quand elle allait acheter du pain ou des fruits au marché de la Croix-Rousse. Elle l'a vue pour la première fois un lundi. La vieille dame était assise sur un banc,
le dos courbé et un manteau trop fin pour le froid. Elle avait les cheveux gris ébouriffés et les lèvres gercées. À côté d'elle, un petit sac en plastique avec 2 choses à l'intérieur, un morceau de pain rassis et une serviette. Valérie n'a pas pu s'empêcher de la regarder, non par curiosité, mais par ce coup de réalité qui vous coupe le souffle. Car la vieille dame lui rappelait sa grand-mère, le même regard, la même dignité fatiguée, la même façon d'être seule, même entourée de monde. Valérie a continué à marcher, mais au bout de 3 pas, elle s'est arrêtée, s'est retournée et s'est approchée. « Excusez-moi madame, tout va bien ?» La vieille dame a levé les yeux avec méfiance, comme si le monde lui avait appris que chaque question aimable cache un piège. « Je suis vivante », a-t-elle répondu sèchement. « Ça suffit. » Valérie a ressenti un pincement au cœur. Elle n'a pas insisté. « Eh bien, si vous avez besoin de quelque chose, je passe souvent par ici. » La vieille dame a lâché un rire sans joie. « Les gens passent », a-t-elle dit. « C'est ça qu'ils font. Ils passent. » Et elle a de nouveau fixé son regard droit devant elle. Valérie est partie, mais ce jour-là, elle n'a pas pu l'oublier. Cette nuit-là, en préparant le goûter de Louis, elle a regardé l'eau bouillir et a pensé « Comment quelqu'un peut-il se souvenir de toute sa vie sur un banc ?» Le lendemain, elle a préparé du café en plus, l'a versé dans un verre avec un couvercle et l'a mis dans son sac. Elle ne savait pas pourquoi. Elle savait juste qu'elle devait le faire. À partir de ce jour, le café est devenu un rituel. Ce n'était pas un café cher, ce n'était pas un grand geste, c'était juste un café chaud avec 2 sachets de sucre que Valérie gardait de la salle à manger du travail. Quand elle le lui tendait, la vieille dame ne disait rien au début. Elle le prenait juste avec des mains tremblantes et le buvait lentement, comme si la chaleur lui réchauffait l'âme. Valérie s'asseyait à côté d'elle quelques minutes. Parfois, elle parlait. Parfois, elle restait simplement silencieuse. Et dans ce silence, Valérie a compris qu'il y avait des douleurs qui ne demandaient pas de solution, mais de la compagnie. La vieille dame s'appelait Madame Geneviève. Elle n'a pas voulu dire son nom de famille au début, comme si le nom de famille était une porte qu'elle ne voulait plus ouvrir, mais au fil des jours, elle s'est un peu détendue. « Vous avez des enfants ?» a-t-elle demandé un jeudi. « Oui, un. Il s'appelle Louis. C'est ma vie. » Madame Geneviève a baissé le regard. « J'en ai eu un, a-t-elle dit, et je l'ai perdu. » Valérie n'a pas demandé comment, car il y avait des sujets qui semblaient faits de verre. Elle lui a juste serré doucement la main. « Je suis désolée, Madame Geneviève. » La vieille dame a dégluti. « Ne me dites pas ça comme ça, ma petite, » a-t-elle chuchoté. « Parce que si vous me dites ça comme ça, j'ai envie de pleurer. » Et Valérie a senti un nœud dans la gorge. À partir de ce moment, Valérie n'apportait pas seulement du café. Parfois, elle apportait une viennoiserie ou un vieux pull ou un fruit. Rien qui manquerait à son fils, rien qui lui enlèverait l'essentiel, mais assez pour que Madame Geneviève ne se sente pas invisible. Et à un certain moment, Valérie a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle mentionnait son fils, Madame Geneviève se tendait, comme si ce mot lui ouvrait une blessure qui saignait encore. Et chaque fois que Valérie parlait de son travail, d'une grande maison dans les Monts d'Or, Madame Geneviève restait silencieuse, regardant le sol avec une expression étrange, comme si elle faisait des calculs dans sa tête, comme si cette information lui faisait mal d'une manière personnelle. Valérie l'a remarqué, mais n'a pas compris jusqu'au jour où Mathieu Dubois l'a suivi. Mathieu observait les détails depuis des semaines. La nourriture du réfrigérateur disparaissait un peu plus vite. Le café s'épuisait plus tôt que d'habitude et Valérie, certains matins, mettait un peu plus de temps à revenir quand on l'envoyait chercher quelque chose. Ce n'était pas beaucoup, mais Mathieu était le genre d'homme qui remarquait même l'air manquant. Une nuit, il a appelé Madame Dupont, la nouvelle. « Que fait-elle quand elle sort ?» Madame Dupont s'est tendue. « À quoi vous référez-vous, monsieur ?»« Ne faites pas semblant. Elle va voir quelqu'un ? Elle fait entrer des gens ici, elle vole ?» Madame Dupont a ouvert les yeux. « Non, monsieur. Valérie est travailleuse. » Mathieu s'est approché, sérieux. « Alors dites-moi, pourquoi gaspille-t-elle des choses de la maison ?» Madame Dupont a hésité. « Je n'ai pas vu qu'elle volait. » Mathieu a serré la mâchoire. « Demain, je la suivrai. » Madame Dupont a voulu parler, mais c'est tu parce que dans cette maison, quand Mathieu prenait une décision, personne ne le faisait changer d'avis. Et c'est ainsi que le lendemain, Mathieu Dubois s'est retrouvé au parc de la Tête d'Or, debout à quelques mètres, voyant son employé remettre un café à une vieille dame, comme si elle lui remettait son propre cœur. Dans son esprit, Mathieu avait déjà une histoire toute faite. Valérie est en train de me tromper. Elle sort des choses, elle est impliquée dans quelque chose. Mais ce qu'il a vu ne correspondait pas à son préjugé, car il n'a pas vu de ruse, il n'a pas vu de malice. Il a vu quelque chose qu'il ne comprenait pas, la compassion. Et malgré tout,
Son orgueil ne lui a pas permis de ressentir de la tendresse. Il a ressenti de la colère. « Que faites-vous » a-t-il grommelé, apparaissant soudainement. Valérie a failli laisser tomber le verre de café. « Monsieur Dubois, je… » Madame Geneviève a levé les yeux, et pour la première fois, son expression a complètement changé. Ses yeux se sont agrandis, son visage est devenu pâle, et le verre a tremblé dans ses mains comme si elle avait vu un fantôme. Mathieu a regardé la vieille dame et a froncé les sourcils. Qui est-elle? Valérie a dégluti nerveusement. C'est Madame Geneviève. Je lui apporte du café parce que… Mathieu l'a coupé. Avec des choses de ma maison? Valérie a rougi. Ce n'est pas du vol, monsieur. Je le paye avec ce que je gagne. J'utilise juste l'eau chaude d'eux. La voix de Mathieu est devenue dure. Vous ne décidez pas qui vous aider avec mon temps. Je vous paye pour travailler, pas pour jouer à la sauveuse. Valérie a serré les poings, retenant ses larmes. Je ne joue pas, monsieur. Elle est seule. Mathieu a lâché un rire court et froid. Et qu'est-ce que ça me fait? Maintenant, toute la ville est ma responsabilité? Valérie l'a regardé dans les yeux pour la première fois avec courage. Non, mais c'est la responsabilité de tous de ne pas faire semblant d'être aveugle. Le silence est devenu pesant. Mathieu a fait un pas vers Madame Geneviève. Et vous? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle vous apporte des choses? Madame Geneviève tremblait, non pas de peur de Mathieu, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien, quelque chose qui l'étouffait. D'une voix brisée, Madame Geneviève a lâché une phrase qui a changé l'atmosphère du parc. « Je n'ai rien demandé », a-t-elle chuchoté. « Elle m'apporte du café parce qu'elle me rappelle quelqu'un que j'ai perdu. » Mathieu est resté immobile. « Qui ?» Madame Geneviève a levé les yeux lentement et l'a regardé avec une intensité qui l'a désarmé. « Ma fille. » Valérie a ouvert les yeux. Mathieu a dégluti. « Sa fille. » Madame Geneviève a serré le verre contre sa poitrine et, avec des larmes accumulées qui osaient enfin couler, elle a dit « Oui. Et toi? Toi aussi tu me la rappelles, Mathieu. » Mathieu a reculé d'un pas comme s'il avait reçu un coup. « Comment savez-vous mon nom ?» Madame Geneviève a respiré avec difficulté, car sa voix s'est brisée. « Parce que je t'ai vu grandir. » Et à cette seconde, Valérie a compris que ce qui se passait était bien plus grand qu'un café. Et Mathieu, pour la première fois depuis longtemps, a eu peur, car si cette vieille dame disait la vérité, alors il y avait quelque chose de son passé sur le point d'exploser. Et ça, c'était la seule chose que Mathieu Dubois ne pouvait pas contrôler avec de l'argent. Le silence au parc de la Tête d'Or est devenu épais. Les bruits du parc, les enfants qui jouent, le vendeur de ballons, le chant lointain d'un joueur d'orgue de Barbarie, semblaient s'être éteints autour de ce banc. Mathieu Dubois n'était pas un homme qui se surprenait facilement. Il avait affronté des crises financières, des procès, des trahisons commerciales, mais cette phrase « Je t'ai vu grandir » lui est tombée comme une pierre sur la poitrine. « Je ne sais pas qui vous êtes », a-t-il dit d'une voix ferme, même si à l'intérieur quelque chose tremblait. « Et je n'aime pas que l'on joue avec moi. » Madame Geneviève n'a pas détourné le regard. « Je ne joue pas, Mathieu. » Valérie observait la scène, le cœur battant. Elle avait l'impression d'assister à quelque chose qu'elle ne devrait pas, mais elle ne pouvait pas non plus partir. Il y avait trop d'émotions contenues dans l'air. Mathieu a serré les poings. « Ma mère est morte il y a des années. » Madame Geneviève a fermé les yeux une seconde. Une larme a roulé sur sa joue marquée par le temps. « Oui, elle est morte pour toi. » Cette phrase l'a déstabilisée. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Madame Geneviève a respiré profondément. « Cela signifie qu'on t'a dit qu'elle était morte parce que c'était plus facile que de t'expliquer la vérité. » Valérie a senti un frisson lui parcourir le dos. Mathieu a reculé d'un pas. « Vous êtes confuse ?» « Non. » La voix de Madame Geneviève était douce mais ferme. « Confuse. J'ai attendu de nombreuses années que tu reviennes. » Le monde de Mathieu a commencé à craquer de l'intérieur. On lui avait toujours dit que sa mère était morte quand il avait 5 ans, que c'était une maladie soudaine, que son père avait fait tout son possible. Il n'y a jamais eu de veillée publique, jamais beaucoup de photos, jamais de détails, juste le silence. Et maintenant, cette femme sur un banc disait « Non, ce n'est pas possible. » Mathieu a secoué la tête. « Mon père ne mentirait jamais sur une chose pareille. » Madame Geneviève a lâché un rire amer. « Ton père n'a jamais supporté que je veuille partir. » Valérie a ouvert les yeux. « Partir? Oui. » Madame Geneviève a regardé ses mains tremblantes. « Il voulait que je sois l'épouse parfaite, silencieuse, soumise. Mais j'avais des rêves, j'avais une voix. » Mathieu a senti que le sol sous ses chaussures italiennes n'était plus ferme. Mon père était un homme respecté, c'était un homme puissant, a-t-elle corrigé, et il achetait les silences. Le cœur de Mathieu battait fort. « Vous inventez cela, Madame Geneviève ?»
Elle l'a regardé avec un mélange de douleur et de tendresse. Tu as le même regard quand tu es en colère, exactement comme quand tu étais enfant et que tu ne voulais pas dormir. Valérie a senti que l'air lui manquait. Mathieu a commencé à respirer plus vite. Arrêtez. Mais Madame Geneviève a continué parce qu'elle savait que c'était peu être la seule chance qu'elle aurait. On t'a éloigné de moi une nuit. On a dit que c'était pour ton bien, que je n'étais pas stable, que tu avais besoin de discipline. Mathieu a senti que quelque chose en lui voulait écouter et quelque chose voulait fuir. C'est un mensonge. On m'a forcé à signer des papiers. On m'a dit que si je ne le faisais pas, je ne te reverrais plus jamais. La voix de Madame Geneviève s'est brisée. J'ai signé, croyant que c'était temporaire. Valérie a porté la main à sa bouche. Le parc n'existait plus, seulement cette histoire respirant entre eux. Mathieu a retrouvé des fragments. Une petite valise, une étreinte précipitée, la voix de son père disant « Ta mère est malade, elle ne peut pas s'occuper de toi. » La voix de Mathieu est devenue plus basse. Je me souviens qu'elle pleurait. Madame Geneviève a fermé les yeux. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Un tremblement a traversé le corps de Mathieu. Et pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi dans ce parc? Parce que j'ai su que tu vivais près d'ici. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Je ne voulais pas gâcher ta vie. Je voulais juste te voir, même de loin. Valérie a senti un nœud dans la poitrine. Et le café? A-t-elle demandé à voix basse. Madame Geneviève a souri faiblement. Le café a été le premier geste de tendresse que j'ai reçu depuis des années. Mathieu l'a observé avec un mélange de rage et de déconcertement. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu chez moi? Pourquoi n'avez-vous pas frappé à la porte? Madame Geneviève a baissé le regard. Parce que j'avais peur que tu me fermes ton cœur comme ton père l'a fait. Ce coup fut direct. Mathieu avait toujours été froid, distant, contrôlant. Et maintenant cette femme insinuait qu'il était devenu la même chose qu'il critiquait. Vous n'avez aucune preuve de rien, a-t-il dit en essayant de reprendre le contrôle. Madame Geneviève a mis la main dans son sac usé et a sorti une petite enveloppe vieille et froissée par les années. J'ai gardé ceci. Mathieu l'a prise avec des mains rigides. C'était une photo. Lui, petit, assis sur une balançoire, et la femme derrière, jeune, souriante. Le cœur de Mathieu s'est arrêté une seconde. Cette photo n'était dans aucun album de sa maison. D'où l'avez-vous sortie? De mon portefeuille. Je l'ai porté avec moi toutes ces années. Valérie a vu comment le visage du millionnaire commençait à changer. Ce n'était plus de l'arrogance, c'était du doute. Mathieu a passé le doigt sur l'image. Cela ne prouve rien. Tu as une cicatrice au genou gauche, a dit Madame Geneviève soudainement. Tu te laisses faite en tombant de cette même balançoire. Je t'ai porté en pleurant jusqu'à la cuisine, et je t'ai promis que je serais toujours là. Mathieu a senti un coup à l'estomac. Cette cicatrice était là et personne en dehors de sa famille proche ne le savait. Valérie a observé comment l'homme en costume impeccable commençait à perdre son sang-froid. Si c'est vrai, a-t-il chuchoté, alors toute ma vie. Il n'a pas terminé la phrase, car cela impliquait d'accepter que son père l'avait séparé de sa mère, que son histoire était incomplète, que son identité était construite sur un mensonge, et c'était trop. Mathieu a fait demi-tour. « J'ai besoin de réfléchir, Mathieu, » a dit Madame Geneviève d'une voix fragile. « Je ne suis pas venue pour te détruire. Je voulais juste savoir si tu étais heureux. » Cette question était la plus cruelle de toutes. Était-il heureux? Il avait de l'argent, du prestige, du respect. Mais le bonheur. Valérie s'est souvenue de la table avec l'assiette vide, des promenades nocturnes, du silence de cette immense maison. Mathieu n'a pas répondu. Il a juste fait quelques pas, mais quelque chose l'a arrêté. Il s'est retourné. « Si c'est vrai, pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché légalement ?» Madame Geneviève a respiré avec difficulté. « Parce que je n'avais pas de ressources, parce qu'après avoir signé ces papiers, je me suis retrouvé seul, parce que personne ne voulait affronter ton père. » Mathieu a senti que le nom de son père commençait à peser plus que jamais. Valérie a fait un pas en avant. « Monsieur Dubois, je ne savais rien de tout ça. Je le sais, a-t-il dit sans la regarder. Le parc semblait les observer. Le vendeur de ballons est passé, étranger au tremblement de terre émotionnel qui se déroulait sur ce banc. « Et maintenant, que voulez-vous » a demandé Mathieu. Finalement, Madame Geneviève l'a regardé avec des larmes sincères. « Rien. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ton nom de famille. Je voulais juste te dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Le cœur de Mathieu s'est brisé à un endroit qui était blindé depuis des années. Parce que personne ne lui disait ça, personne ne le regardait ainsi. Et soudain, il a compris quelque chose de dévastateur. Il avait passé des années à construire des empires, mais n'avait jamais construit un foyer. Valérie a senti qu'elle assistait à un moment qui changerait tout. Mathieu a respiré profondément. « J'ai besoin de preuves, de documents, de quelque chose qui confirme cela. »
Madame Geneviève a hoché la tête. Je les ai. Pas ici, mais je les ai. Le millionnaire a rangé la photo dans la poche intérieure de sa veste. Je vais enquêter. Sa voix n'était plus dure, elle était vulnérable. Valérie a ressenti un petit soulagement, mais Madame Geneviève a ajouté quelque chose qui l'a laissé immobile. Ton père ne m'a pas seulement séparé de toi, il a aussi caché quelque chose de plus. Mathieu l'a regardé avec tension. Quoi? Madame Geneviève a hésité une seconde. Que tu n'étais pas son seul enfant. Le monde s'est de nouveau brisé. Valérie a senti l'air disparaître. Que dites-vous? Je dis, a chuchoté Madame Geneviève, qu'avant de partir, j'étais enceinte. Le silence fut absolu. Mathieu a senti que son cœur lui sortait de la poitrine. C'est impossible. Ce ne laisse pas. Valérie a porté la main à sa poitrine. Elle a eu un autre enfant? Madame Geneviève a baissé le regard. Oui. Mathieu a reculé d'un pas. Où est-il? Les larmes sont finalement tombées sans contrôle. Je l'ai aussi perdu. La douleur dans sa voix était si profonde que personne ne pouvait douter de sa sincérité. Ton père s'est arrangé pour que je ne le revoie plus jamais. Le monde de Mathieu n'avait plus de forme. Non seulement il avait perdu une mère, mais aussi un frère ou une sœur qu'il n'avait jamais connu. Est-il vivant? A-t-il demandé d'une voix brisée. Madame Geneviève a nié lentement. Je ne sais pas. Valérie a senti que cette histoire ne faisait que commencer à être déterrée. Mathieu a regardé la femme en face de lui. Il ne la voyait plus comme une inconnue. Il la voyait comme une possibilité, comme un miroir du passé. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il a eu envie de pleurer. Mais l'orgueil luttait encore en lui. Si c'est vrai, a-t-il dit finalement, alors mon père m'a volé plus qu'une mère. Madame Geneviève a hoché la tête. Il t'a volé la vérité. Le soleil commençait à descendre lentement, teintant le parc de tons dorés. Valérie a compris que son petit geste de café avait ouvert une porte gigantesque. Une vérité enfouie depuis des décennies commençait à respirer. Et le plus inquiétant était qu'il restait encore à découvrir ce qu'il était advenu de ce deuxième enfant, car s'il était vivant, cela signifiait que la famille Dubois n'était pas telle que Mathieu l'avait toujours cru. Et s'il ne l'était pas? Alors quelqu'un devait en répondre. Mathieu a regardé Valérie. Demain vous ne travaillez pas. Elle a ouvert les yeux. Monsieur, venez chez moi à 8 heures. J'ai besoin que vous écoutiez quelque chose. Valérie a ressenti de la peur et de la curiosité en même temps. Oui, monsieur. Mathieu a de nouveau regardé Madame Geneviève. Je ne promets rien, mais je vais trouver la vérité. Et à cet instant, quelque chose a changé. Ce n'était pas encore la réconciliation, ce n'était pas le pardon. C'était le début d'une quête. Et quand un homme qui a toujours tout contrôlé décide de chercher la vérité, le passé commence à trembler. Cette nuit-là, Mathieu Dubois n'a pas dormi. La photo était toujours sur son bureau, à peine éclairée par la lampe de cristal italien, qui lui avait toujours semblé élégante, mais qui projetait maintenant de longues ombres inquiétantes. L'image était réelle, trop réelle. Il pouvait se souvenir de la balançoire, il pouvait se souvenir de la robe claire de sa mère, il pouvait se souvenir du parfum. Ce dont il ne pouvait pas se souvenir, c'était du moment où elle était morte, et cela le détruisait de l'intérieur. Dans la chambre principale du manoir des Monts d'Or, le silence était insupportable. L'horloge marquait 3 heures du matin. Lorsque Mathieu s'est levé, il a mis une veste et est descendu au bureau privé où il gardait les documents familiaux. Si Madame Geneviève disait la vérité, il devait y avoir des traces. Il a ouvert l'ancienne armoire métallique qui avait appartenu à son père. Dossier, actes, testament, certificat, tout était parfaitement ordonné, trop parfait. Mathieu a commencé à examiner les documents liés à son enfance. Acte de naissance, dossier scolaire, assurance maladie. Il a cherché le certificat de décès de sa mère. Il n'y était pas. Il a senti un coup au cœur. Il a cherché à nouveau avec plus d'anxiété. Rien. Comment était-ce possible? Il avait toujours cru l'avoir vu. Il avait toujours supposé qu'il existait. Mais maintenant, il ne trouvait aucune preuve officielle de sa mort. La sueur lui a mouillé les mains, il a pris le téléphone, a composé le numéro de Maître Laurent, l'avocat de la famille depuis 30 ans. « Mathieu ?» a répondu Maître Laurent d'une voix endormie. « Quelque chose ne va pas. J'ai besoin que vous me trouviez le certificat de décès de ma mère. » Il y a eu un silence de l'autre côté. « C'est dans les archives familiales, Mathieu. » Il n'y est pas. Maître Laurent a respiré profondément. « Ton père a géré beaucoup de documents personnellement. Peut être. » Mathieu l'a interrompu avec fermeté. « Ma mère est-elle vraiment morte ?» Quand on a dit qu'elle était morte, le silence a été plus long, cette fois trop long. « Mathieu, ce sont des choses du passé. » Le cœur de Mathieu s'est arrêté une seconde. « Répondez-moi. » Maître Laurent a soupiré. «
Ton père a demandé que cette affaire ne soit pas rouverte. Cette phrase était comme une confirmation sans le dire. Quelle affaire? Je ne peux pas en parler au téléphone. Mathieu a fermé les yeux. Le doute n'était plus une possibilité. C'était une réalité. Venez demain à la première heure. Je serai là, a répondu Maître Laurent. Mathieu a raccroché. Il s'est laissé tomber sur la chaise en cuir. Pendant des années, il avait défendu la mémoire de son père. Il l'avait admiré, l'avait imité, et maintenant il découvrait que être l'homme qui lui avait appris à être fort, avait été responsable de son plus grand vide. À 8 heures précises, Valérie a sonné à la porte du manoir. Elle ne portait pas d'uniforme, juste une simple robe beige et une expression de nervosité évidente. Madame Dupont a ouvert la porte. « Entrez, ma petite. Monsieur vous attend. » Valérie a marché dans le long couloir, avec une sensation étrange dans l'estomac. Mathieu était debout devant la baie vitrée, regardant la ville. Quand elle est entrée, il ne s'est pas retourné immédiatement. « Faites-vous confiance à cette femme ?» a-t-il demandé, sans préambule. Valérie a dégluti. « Oui, monsieur. » Mathieu s'est finalement retourné. Ses yeux étaient rouges, non de colère, mais de quelque chose de plus profond. « Hier soir, j'ai vérifié des documents. Il n'existe pas de certificat de décès de ma mère. » Valérie a senti un frisson. Alors quelqu'un a menti. La sonnette a de nouveau retenti. Maître Laurent est entré quelques minutes plus tard avec un porte-document noir. C'était un homme âgé, élégant, avec un regard chargé d'années de secrets. Mathieu a salué avec gravité. « Asseyez-vous » a ordonné Mathieu. Valérie est restée silencieuse, presque invisible, mais il ne lui a pas demandé de partir. C'était déjà un changement. Maître Laurent a ouvert le porte-document, a sorti un vieux dossier, jauni par le temps. « Votre mère, Geneviève Moreau, n'est pas morte en 1994, a-t-il dit finalement. Valérie a senti l'air se figer. Mathieu a serré les dents. Alors, que s'est-il passé? Maître Laurent a hésité. Votre père a demandé une séparation légale. Il a invoqué une instabilité émotionnelle. C'est vrai, il n'y avait pas de preuves médicales. Ce fut une décision stratégique. Le cœur de Mathieu battait de fureur. Et moi, il a demandé la garde exclusive. Mathieu a senti le monde tourner. Et la prétendue mort? Maître Laurent a baissé le regard. Votre père a décidé de vous dire qu'elle était décédée. Il a cru que c'était plus simple que de vous expliquer le conflit. Valérie a porté la main à sa poitrine. Mathieu s'est levé brusquement. On m'a menti toute ma vie. Sa voix a retenti dans le bureau. Mathieu a tenté de le calmer. Maître Laurent, votre père voulait protéger la réputation familiale. Protection, a-t-il craché le mot avec rage. Il m'a volé ma mère. Le silence est devenu pesant. Valérie observait, les yeux humides. L'homme froid et calculateur se brisait devant elle. Il y a autre chose, a ajouté Maître Laurent avec difficulté. Mathieu l'a regardé avec une fureur contenue. Parlez. Votre mère a déposé une plainte après la séparation. Valérie a ouvert les yeux. Une plainte? Oui, a continué Maître Laurent. Elle affirmait qu'elle était enceinte. Le cœur de Mathieu s'est presque arrêté. Et votre père a contesté la déclaration. Il a allégué que ce n'était pas son fils. Mathieu a eu des nausées. C'est vrai. Il n'y a pas eu de test ADN. L'affaire a été classée faute de ressources légales de la part de votre mère. Le silence fut dévastateur. Valérie a senti que l'histoire de Madame Geneviève commençait à s'assembler. « Ce bébé est né ?» a demandé Mathieu d'une voix à peine audible. Maître Laurent a respiré profondément. « Oui, le monde s'est arrêté. »« Où est-il » a chuchoté Mathieu. Maître Laurent a dégluti. « Il n'y a pas de registres ultérieurs dans nos archives. » Mathieu a senti que l'air lui manquait. « Comment ça? Pas de registre. Après la plainte, votre père a payé un accord extrajudiciaire. » Valérie a senti le sang lui monter à la tête. « Un accord? Oui. En échange du fait qu'Elvira renonce à toute réclamation. » Mathieu a fermé les yeux avec force. L'image de son père, toujours si droit et honorable en public, commençait à s'effondrer. « Savez-vous ce que cela signifie ?» a-t-il dit d'une voix brisée. « Cela signifie que j'ai un frère ou une sœur quelque part. » Valérie a fait un pas en avant. Et qu'elle n'a pas menti. Mathieu a regardé Valérie pour la première fois avec quelque chose de différent dans les yeux. Ce n'était pas de la supériorité, c'était de la vulnérabilité. J'ai besoin de le trouver. Maître Laurent a secoué la tête. Presque 30 ans ont passé. Peu importe. Mathieu a repris la photo. Je ne laisserai pas l'argent enterrer la vérité à nouveau. Valérie a senti que quelque chose changeait profondément en lui. Ce n'était plus l'homme qui avait critiqué son geste dans le parc. C'était un fils blessé. Monsieur Dubois, a-t-elle dit doucement. Peu,
Être que Madame Geneviève en sait plus. Mathieu a hoché la tête. Nous allons la voir aujourd'hui même. Quelques heures plus tard, les trois sont retournés au parc de la Tête d'Or. Madame Geneviève était sur le même banc. Quand elle a vu Mathieu s'approcher d'un pas décidé, son expression était un mélange de peur et d'espoir. « Nous devons parler », a-t-il dit sans détour. Madame Geneviève a hoché la tête. Ils se sont assis tous les trois. Mathieu a respiré profondément. « C'est vrai, mon père a menti. Vous n'êtes pas morte. » Les larmes ont rempli les yeux de la vieille dame. « Je le savais, je le savais. »« Et le bébé ?» a-t-il continué. « Que s'est-il passé ?» Le visage de Madame Geneviève s'est rempli de douleur. Il est né dans une clinique publique à Vénissieux. Valérie a senti un frisson. Et puis on m'a dit qu'il y avait des complications, qu'il avait besoin de soins spéciaux, qu'il serait transféré. Mathieu a senti que son cœur se brisait. Vous ne l'avez vu qu'une seule fois. La voix de la vieille dame n'était qu'un murmure. Ils me l'ont enlevé. Ils ont dit que c'était pour son bien. Valérie a fermé les yeux. On vous a donné un document ? Madame Geneviève a nié lentement. Juste une lettre qui disait que l'enfant avait été adopté. Mathieu a senti un coup à la poitrine. Adopté. Oui. Le silence fut absolu. Vous avez cette lettre ? Madame Geneviève a hoché la tête. Je l'ai gardée toutes ces années. Mathieu a regardé l'horizon. Le monde qu'il connaissait était fait de mensonges soigneusement construits. Je vais le trouver. Valérie l'a regardé. Il y avait de la détermination dans sa voix. Ce n'était pas l'orgueil d'avant. C'était un besoin. Madame Geneviève a tremblé. Mathieu, je ne veux pas te causer plus de douleur. Il l'a regardé, les yeux humides. La douleur est déjà là. Ce que je veux, c'est la vérité. Le vent a soufflé fort dans le parc. Valérie a senti que l'histoire était sur le point de devenir encore plus profonde. Car si cet enfant avait été adopté, alors quelqu'un avait grandi sans savoir qui il était vraiment. Et si Mathieu le trouvait, plus rien ne serait pareil. L'air au parc de la Tête d'Or n'était plus le même. Il y avait quelque chose dans le regard de Mathieu que Valérie n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas du contrôle. C'était de l'urgence. Une urgence silencieuse qui ne naît pas de l'orgueil, mais du vide. Madame Geneviève, assise sur le banc, tenait son sac usé comme si elle y gardait le dernier morceau de son passé. « La lettre est dans ma chambre », a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais osé la jeter. » Mathieu a hoché la tête. « Allons-y maintenant. » Valérie a hésité une seconde. Elle n'avait jamais vu le millionnaire marcher aussi vite, sans se soucier de qui le regardait. Il n'avait pas sa posture rigide habituelle. Il ne ressemblait pas à l'homme qui donnait des ordres lors de réunions millionnaires. Il ressemblait à un fils qui craint d'arriver trop tard. Madame Geneviève vivait dans une modeste pension à Vénissieux, à 20 minutes du parc, un vieil immeuble aux murs écaillés et à l'odeur d'humidité. Mathieu s'est arrêté devant la porte métallique rouillée. Cet endroit ne correspondait pas à son monde de marbre et de verre, mais il est entré. La pièce était petite, un lit simple, une vieille armoire, une table avec une vieille lampe et dans une boîte sous le lit, le passé. Madame Geneviève s'est agenouillée avec difficulté et a sorti une boîte en carton enveloppée de plastique. Ses mains tremblaient. « Je n'ai jamais pensé que tu reviendrais pour ça », a-t-elle chuchoté. Mathieu s'est penché devant elle. Pour la première fois, ses yeux n'étaient pas au-dessus de quelqu'un. Ils étaient au même niveau. Madame Geneviève a ouvert la boîte. Il y avait de vieilles photos, des coupures de journaux, un bracelet d'enfant et une enveloppe blanche jaunie par les années. Elle l'a tenue quelques secondes avant de la lui donner. Ici, tout ce qu'ils m'ont laissé savoir. Mathieu a pris l'enveloppe. Ses mains n'étaient plus fermes. Il l'a ouverte. Le papier a froissé en se dépliant. Valérie observait en silence. Le document portait le cachet d'une clinique publique. Patiente féminine. Geneviève Moreau. Nouveau-né masculin. État stable. Transfert autorisé. Plus bas, une note dactylographiée. Le mineur sera remis selon un protocole d'adoption privée. La mère signe une cession volontaire de droit. Mathieu a senti le sang lui bouillir. « Cession volontaire », a murmuré Madame Geneviève. Elle a nié, les larmes aux yeux. « On m'a fait signer alors que j'étais sous sédatif. On m'a dit que si je ne le faisais pas, je ne te reverrais plus jamais. » Le silence fut dévastateur. Valérie a senti un poids énorme sur sa poitrine. Mathieu a serré le papier jusqu'à le froisser. « C'est illégal. À cette époque, personne n'écoutait une femme sans argent », a répondu Madame Geneviève. Mathieu a respiré profondément. « Il y a le nom de la famille adoptive ?» Madame Geneviève a nié. « Je n'ai jamais su plus. » Valérie s'est approchée doucement. « Monsieur Dubois, avec le numéro de protocole, on pourrait être retrouvé le dossier. » Mathieu l'a regardé, et dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. Du respect. « Vous avez raison. » Il a pris le téléphone.
Maître Laurent, a-t-il dit dès qu'on a décroché. J'ai besoin que vous retrouviez un protocole d'adoption de 1995, clinique publique de Vénissieux. Il y a eu un silence de l'autre côté. C'est compliqué, Mathieu. Ce sont de vieilles archives. Peu importe. Trouvez-le. Il a raccroché. Il s'est tourné vers Madame Geneviève. Je ne vais pas laisser ça comme ça. La vieille dame l'a regardé avec un mélange de peur et d'espoir. Mathieu, si tu le trouves, peut être qu'il ne voudra rien savoir de nous. Cette possibilité a frappé fort, parce que chercher la vérité implique aussi d'accepter le rejet. Peu importe, a-t-il dit d'une voix ferme. Il a le droit de savoir. Valérie a senti que l'homme en face d'elle n'était pas le même. Il y avait quelque chose de plus humain dans ses paroles, quelque chose que l'argent ne lui avait jamais donné. 2 jours plus tard, Maître Laurent a appelé. J'ai trouvé quelque chose. Mathieu était dans son bureau. Valérie nettoyait en silence, mais son oreille était attentive. Le dossier a été transféré à une agence d'adoption privée, a continué Maître Laurent. Elle a fermé en 2002, mais les archives ont été absorbées par une autre institution. Mathieu s'est levé. Donnez-moi l'adresse. Ce même après-midi, Mathieu et Valérie se sont rendus en voiture à un bureau dans le centre de Lyon. Valérie n'avait jamais monté dans cette voiture comme passagère, elle voyageait toujours à l'arrière ou en transport en commun. Maintenant, elle était assise à côté du millionnaire. Le silence était différent, non pas inconfortable, mais chargé de sens. « Merci », a-t-il dit soudainement. Valérie l'a regardé, surprise. « Pourquoi, monsieur ?»« De ne pas avoir abandonné le café. » Elle a baissé le regard. Parfois, les petites choses changent de grandes choses. Mathieu a hoché la tête lentement. Peut-être que toute sa vie, il avait cherché des solutions gigantesques, alors que ce dont il avait besoin était quelque chose de simple. Ils sont arrivés au bureau. Une femme les a reçus. « Nous cherchons des informations sur une adoption de 1995, a dit Mathieu en montrant le document. La femme a vérifié les archives numériques avec patience. Des minutes éternelles se sont écoulées. Finalement, elle a levé les yeux. Le voici. Mathieu a senti son cœur battre dans ses oreilles. Le mineur a été adopté par un couple du nom de Martin. Valérie a retenu sa respiration. Ils vivent à Lyon? Non. Ils ont déménagé à Tours 2 ans plus tard. Mathieu a senti que le monde bougeait. Le nom de l'enfant. La femme a hésité. Il a été légalement changé. Il figure maintenant comme Daniel Martin. Daniel. Le nom a résonné dans la poitrine de Mathieu comme un écho inconnu. Âge actuel, 28 ans. Le même calcul qu'ils avaient fait. Valérie a senti que l'histoire devenait réelle. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une personne vivante. Pouvons-nous obtenir l'adresse? La femme a nié. Seulement par procédure légale. Mathieu a serré la mâchoire. Nous allons l'engager. En sortant, Valérie a remarqué quelque chose. Mathieu ne souriait pas. Il n'était pas non plus euphorique. Il était effrayé. « Vous avez peur ?» a-t-elle demandé doucement. Mathieu n'a pas répondu immédiatement. « J'ai peur qu'il me déteste. » Valérie a ressenti de la tendresse. Peut être pas. Peut être que oui. Le millionnaire qui n'avait jamais craint de perdre de l'argent craignait maintenant de perdre une opportunité. Cette nuit-là, Mathieu est retourné à la pension. Madame Geneviève l'attendait assise sur le lit. « Tu as trouvé quelque chose ?» « Oui. » Elle a retenu sa respiration. « Il est vivant. » Les larmes ont jailli sans contrôle. Il s'appelle Daniel. Il vit à Tours. Madame Geneviève a couvert son visage. « Merci. Merci. » Mathieu s'est assis à côté d'elle et pour la première fois depuis des décennies, il l'a serrée dans ses bras. Valérie, debout à la porte, a senti que le monde s'arrêtait. Cette étreinte n'était pas élégante. Elle n'était pas parfaite. Elle était maladroite. Elle était tardive. Mais elle était réelle. Et parfois le réel vaut plus que le parfait. « Je vais le chercher », a dit Mathieu d'une voix ferme. Madame Geneviève l'a regardé avec peur. « Et s'il ne veut pas nous voir ?» Mathieu a respiré profondément. « Alors au moins il saura que nous avons essayé. » Valérie a compris quelque chose de profond à cet instant. Le café n'a jamais été juste du café. Il a été le pont. Il a été l'étincelle qui a ouvert une porte fermée depuis presque 30 ans. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Madame Geneviève s'est souvenue de quelque chose. Il y a autre chose. Mathieu l'a regardé. Le jour où on m'a enlevé le bébé, il y avait une infirmière qui pleurait. Valérie a froncé les sourcils. Pourquoi? Parce qu'elle disait que ce n'était pas juste. Mathieu a ressenti une piqûre. Vous vous souvenez de son nom? Madame Geneviève a réfléchi quelques secondes. Je crois que c'était Lucie Bernard. Valérie a ouvert les yeux. Ma mère s'appelle Lucie Bernard. Le silence fut absolu. Mathieu s'est tourné lentement vers Valérie. Qu'avez-vous dit? Elle a dégluti.
Ma mère a travaillé de nombreuses années dans une clinique publique à Vénissieux dans les années 90. Le monde a de nouveau changé. Est-elle toujours vivante? A demandé Mathieu. Oui. Le cœur de Mathieu battait fort. J'ai besoin de lui parler. Valérie a senti que le destin tissait quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Car si sa mère était cette infirmière, alors il y avait quelqu'un d'autre qui savait la vérité. Et peut-être y avait-il des détails qui n'avaient pas encore été révélés. Mathieu a regardé Madame Geneviève. Ça ne s'arrête pas là. Et pour la première fois, sa voix n'a pas sonné comme une promesse commerciale, elle a sonné comme la détermination d'un fils qui n'est plus disposé à vivre dans le mensonge. Le passé commençait à s'ouvrir, et ce qu'il découvrirait à Tours pourrait changer non seulement la vie de Daniel, mais aussi celle de Mathieu et de Valérie. Parce que parfois, quand on décide de chercher la vérité, on découvre que son histoire est liée à plus de personnes qu'on ne l'imaginait. Le trajet de Vénissieux à la maison de la mère de Valérie fut silencieux. Ce n'était pas un silence gênant, c'était un silence lourd. Mathieu conduisait les yeux fixés sur la route, mais son esprit était des décennies en arrière, dans une clinique publique, dans une salle d'accouchement, lors d'une signature forcée. Valérie avait les mains entrelacées sur ses genoux. Elle n'avait jamais imaginé que le simple geste d'apporter du café finirait par relier sa vie à l'histoire de son propre patron. « Ma mère ne parle pas beaucoup du passé », a-t-elle dit à voix basse. Elle a toujours été discrète sur son travail. Mathieu a hoché la tête. « J'ai juste besoin qu'elle dise la vérité. » Valérie l'a regardé du coin de l'œil. Pour la première fois, elle ne le voyait pas comme M. Dubois. Elle le voyait comme un homme qui reconstruisait son identité pièce par pièce. Ils sont arrivés à une maison simple, dans un quartier tranquille de Vénissieux. Murs peints en bleu clair, un petit jardin avec des pots de fleurs. Valérie est descendue la première, a frappé à la porte. Une femme d'une 50aine d'années a ouvert. Cheveux attachés, regard chaleureux, fatigue noble. « Valérie ?» a-t-elle demandé, surprise. « Tout va bien ?» Valérie a respiré profondément. « Maman, nous avons besoin de parler. » La femme a regardé Mathieu, l'a reconnu instantanément. Le sang lui a quitté le visage. « Toi » a-t-elle chuchoté. Mathieu a senti un coup au cœur. « Vous êtes Lucie Bernard ?» Elle n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux ont commencé à s'humidifier. « Oui. » Valérie a senti son cœur battre fort. « Maman, as-tu travaillé à la clinique publique de Vénissieux en 1995 ?» Lucie a fermé les yeux une seconde. « Oui. » Le silence est devenu pesant. Mathieu a fait un pas en avant. « Ma mère a accouché là-bas cette année-là. » Lucie l'a regardé comme si elle attendait ce moment depuis des années. « Je sais. » Valérie a senti le sol disparaître sous ses pieds. « Quoi ?» Lucie a respiré profondément. « Entrez. » Ils sont entrés. Le salon était petit mais accueillant. Lucie s'est assise lentement. Ses mains tremblaient. « J'ai toujours su que ce jour viendrait, » a-t-elle dit. Mathieu a senti un frisson. « Alors vous savez ce qui s'est passé ?» Lucie a baissé le regard. « Ta mère ne voulait pas signer. » Le cœur de Mathieu s'est arrêté. « Comment ?» On lui a dit que le bébé avait besoin de soins spéciaux, qu'il serait préférable de le transférer. Elle était faible, vulnérable, et elle était sous sédatif. Valérie a porté la main à sa bouche. « On l'a forcé ?» Lucie a hoché la tête. Le père de l'enfant était présent. Il avait des avocats, il avait de l'influence. Mathieu a senti que la rage commençait à bouillir. « Mon père ?» Lucie l'a regardé avec compassion. « Oui. » Le silence fut dévastateur. « J'étais jeune, » a continué Lucie. « Je n'avais pas de pouvoir. Je ne pouvais que regarder. » Valérie a senti un nœud dans la gorge. « Pourquoi pleurais-tu » a-t-elle demandé. Lucie a regardé sa fille. « Parce que j'ai vu une mère être séparée de son enfant sans comprendre vraiment ce qu'elle signait. » Mathieu a senti que l'air devenait lourd. « Le bébé était en bonne santé ?» Lucie a soutenu son regard. « Oui. » Ce mot est tombé comme une bombe. Il n'avait pas besoin de transfert. Il n'avait pas besoin d'adoption. Valérie a senti l'indignation lui parcourir le corps. « Alors c'était une tromperie ?» Lucie a hoché la tête. « Oui. » Mathieu s'est levé brusquement. Mon père a acheté le silence de tous. Lucie a nié doucement. Pas de tous. Mathieu l'a regardé. J'ai gardé une copie du dossier. Le cœur des trois s'est accéléré. Vous l'avez ? A demandé Mathieu d'une voix tendue. Lucie s'est levée. Elle a marché vers un vieux tiroir, a sorti une enveloppe, l'a posée sur la table. Je n'ai jamais pu la détruire. Mathieu a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il y avait des dossiers médicaux, des signatures, une note manuscrite, transfert demandé par le tuteur légal, mère sous l'effet de sédatifs. Mathieu a senti le sang lui bouillir. « Ceci prouve qu'elle a été forcée » a-t-elle demandé. Lucie a hoché la tête. « Cela prouve qu'elle n'était pas en état de signer volontairement. »
Le silence fut profond. Mathieu a respiré profondément. Avec ça, je peux rouvrir le dossier. Lucie l'a regardé attentivement. Mathieu ne cherche pas seulement la justice légale. Il a froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Cherche la vérité émotionnelle. Valérie a senti que cette phrase était importante. Lucie a continué. Ton père a agi par peur. Je ne justifie pas ce qu'il a fait. Mais la peur engendre des décisions cruelles. Mathieu a serré les poings. Peur de quoi? Lucie l'a regardé droit dans les yeux. De perdre le contrôle, de perdre sa réputation, de te perdre. Le silence fut révélateur. Valérie a compris quelque chose à cet instant. Le père de Mathieu n'avait pas agi seulement par méchanceté. Il avait agi par obsession, par besoin de domination. « Mon frère sait-il quelque chose ?» a demandé Mathieu finalement. Lucie a nié. « Je ne crois pas. » Valérie a regardé sa mère. « Vous souvenez-vous du nom de l'intermédiaire de l'adoption ?» Lucie a réfléchi quelques secondes. C'était un homme appelé Étienne Moreau. Il travaillait avec des familles de haut rang. Mathieu a senti que l'histoire commençait à s'assembler comme un sombre puzzle. Est-il toujours vivant? Je ne sais pas. Valérie a senti que chaque réponse ouvrait plus de questions. Mathieu a pris les documents. Merci. Lucie l'a regardé avec tendresse. J'ai aussi perdu quelque chose ce jour-là. Il l'a regardé, surpris. J'ai perdu la foi dans le système. Le silence est devenu humain. Valérie s'est approchée de sa mère et l'a embrassée. Merci de ne pas vous être tue. Lucie l'a serré fort. Je n'ai jamais voulu que tu vives avec des mensonges. Mathieu a observé la scène et a compris quelque chose qui l'a frappé avec une douceur brutale. L'amour n'est pas toujours parfait, mais quand il est sincère, il résiste aux décennies. Il s'est tourné vers Lucie. Seriez-vous prête à témoigner si nécessaire? Lucie a respiré profondément. Oui. Valérie a ressenti de la fierté. Sa mère n'avait pas été complice. Elle avait été témoin et maintenant elle serait une voix. En sortant de la maison, Mathieu a marché en silence. « Que ferez-vous maintenant ?» a demandé Valérie. « Partir pour Tours. » Elle l'a regardé. Seul, Mathieu a hésité une seconde. Il l'a regardé droit dans les yeux. « Je veux que vous veniez. » Valérie a ouvert les yeux. « Moi? Vous avez été le début de tout cela. » Le cœur de Valérie battait fort. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle finirait par faire partie de quelque chose d'aussi grand. « D'accord. » Mathieu a respiré profondément. « Demain, nous partons tôt. » Cette nuit-là, alors que le ciel de Lyon se teignait d'orange et de violet, 3 vies changeaient en même temps. Madame Geneviève, dans sa petite chambre, priait en silence. Lucie, dans sa maison bleue, regardait le passé avec moins de culpabilité. Et Mathieu, dans son immense manoir, comprenait pour la première fois que le pouvoir ne le rendait pas fort. La vérité, oui. Mais la question qui flottait dans l'air était autre. Comment Daniel réagirait-il en apprenant que son histoire n'était pas celle qu'on lui avait racontée? Parce que le trouver n'était que le début. Le plus difficile serait d'ouvrir une porte fermée depuis presque 30 ans. Et parfois, tout le monde n'est pas prêt à entendre qui il est vraiment. Le lever du soleil à Lyon fut différent ce matin-là, non pas parce que le ciel était plus clair, non pas parce que l'air était différent, mais parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, Mathieu Dubois ne s'est pas réveillé en pensant aux affaires, mais à un nom, Daniel. Valérie est arrivée à l'heure avec un petit sac à dos et le cœur battant. Elle n'avait jamais quitté la ville en accompagnant son patron, et encore moins pour quelque chose d'aussi personnel. La voiture noire a avancé sur l'autoroute en direction de Tours, tandis que le silence entre eux était chargé de pensées non dites. « Et s'il ne veut pas me voir ?» a demandé Mathieu soudainement, sans quitter la route des yeux. Valérie a mis quelques secondes à répondre. « Alors, au moins il saura qu'il existe une vérité plus grande que celle qu'on lui a racontée. » Mathieu a hoché la tête lentement. Pendant des années, il avait contrôlé des contrats, des entreprises, des investissements. Mais maintenant, il était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas calculer avec des chiffres. La peur de ne pas être accepté. Ils sont arrivés à midi. Maître Laurent avait réussi à obtenir une adresse grâce à une procédure légale préliminaire. Daniel Martin vivait dans un quartier résidentiel tranquille, loin du luxe ostentatoire, mais confortable. Valérie a regardé les maisons alignées, les arbres bien entretenus, les voitures garées devant chaque garage. Être a-t-il eu une bonne vie? A-t-elle chuchoté? Mathieu a senti un nœud dans la gorge. Je l'espère. Ils se sont garés devant une maison de couleur crème avec un petit balcon. Mathieu a respiré profondément avant de descendre. Pendant 1 seconde, il a hésité. Ce n'était pas une peur physique, c'était une peur émotionnelle. Il a sonné. Des secondes éternelles se sont écoulées. La porte s'est ouverte. Un homme d'environ 28 ans est apparu. Cheveux foncés, regard ferme, posture tranquille,
Et quelque chose dans son expression a fait que le monde s'est arrêté parce qu'il avait les mêmes yeux que Mathieu. Valérie l'a remarqué instantanément. Daniel a froncé légèrement les sourcils. Oui. Mathieu a ouvert la bouche, mais les mots ne sont pas sortis. Il n'avait jamais répété ce moment. Il n'avait jamais imaginé que le sang pouvait se reconnaître ainsi. Daniel Martin a-t-il finalement réussi à dire « Oui, qui le cherche ?» Mathieu a dégluti. « Mon nom est Mathieu Dubois. » Daniel l'a regardé sans le reconnaître. « Ça ne me dit rien. » Valérie a fait un petit pas en avant. « Nous venons vous parler de quelque chose d'important. » Daniel a évalué leur visage. Il n'a pas vu de menace, mais de l'attention. « Je travaille, » a-t-il dit fermement. « Si c'est commercial, cela ne m'intéresse pas. » Mathieu a respiré profondément. « Ce n'est pas commercial, c'est personnel. » Daniel a hésité. Finalement, il a ouvert un peu plus la porte. 5 minutes. Ils sont entrés. Le salon était simple, ordonné. Sur une étagère, il y avait des photos de famille. Daniel avec un couple âgé, souriant. Mathieu a ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Il avait été aimé. Daniel s'est assis en face d'eux. « Bien. De quoi s'agit-il » Mathieu a senti son cœur battre dans sa poitrine. « Savez-vous que vous avez été adopté » Le silence fut immédiat. Daniel a cligné des yeux une fois, puis deux. « Oui » a-t-il répondu avec un calme surprenant. « Mes parents ne me l'ont jamais caché. » Valérie a senti l'air recommencer à circuler. Daniel a croisé les bras. « Qu'est-ce que cela a à voir avec vous » Mathieu a soutenu son regard. « Cela a à voir avec votre origine. » Daniel n'a pas perdu son sang-froid. « Mon origine est cette maison. Mes parents, ma vie. » Mathieu a hoché la tête lentement. « Et cela ne change pas. » Le jeune homme l'a observé avec prudence. Alors expliquez. Mathieu a respiré profondément. « Votre mère biologique s'appelle Geneviève Moreau. » Daniel est resté immobile. L'expression ferme a commencé à se briser à peine perceptiblement. « Comment savez-vous cela ?»« Parce que c'est ma mère aussi. » Le monde s'est figé. Valérie a senti le temps s'arrêter. Daniel s'est levé d'un bond. « Que dites-vous » Mathieu s'est également levé, mais a gardé ses distances. « Je dis que je suis ton frère. » Le silence est devenu presque douloureux. Daniel a commencé à marcher d'un côté à l'autre. « Non, non, ce n'est pas possible. » Valérie observait, le cœur battant. Daniel a passé une main dans ses cheveux. « Mes parents m'ont dit que ma mère biologique ne pouvait pas s'occuper de moi, que c'était une décision volontaire. » Mathieu a soutenu le regard. « Ce ne l'était pas. » Daniel s'est arrêté. « Vous insinuez que j'ai été volé ?» Le mot est tombé comme une pierre. Mathieu ne l'a pas esquivé. Je dis qu'il y a eu manipulation. Daniel l'a regardé avec incrédulité et une rage contenue. « Et pourquoi devrais-je vous croire ?» Mathieu a sorti la copie du dossier, l'a posée sur la table. « Parce que j'ai des preuves. » Daniel a hésité, a pris les papiers. Ses yeux ont parcouru les lignes lentement. Valérie pouvait voir sa respiration changer. « Ceci est faux », a-t-il chuchoté, bien que sa voix ne semble pas convaincue. « Il y a une infirmière prête à témoigner », a ajouté Mathieu, « et ma mère n'a jamais cessé de te chercher. » Daniel a levé les yeux brusquement. « Elle est vivante ?» La question n'avait pas de rage, elle avait de la peur. Mathieu a hoché la tête. « Oui. » Daniel a senti que le monde s'inclinait. Pendant des années, il avait imaginé sa mère biologique comme une ombre, un mystère clos. Et maintenant, on lui disait qu'elle était vivante et qu'elle l'avait aimé. « J'ai besoin. » Sa voix s'est légèrement brisée. « J'ai besoin de réfléchir. » Valérie a parlé pour la première fois directement avec lui. « Nous ne venons pas vous enlever quoi que ce soit. » Daniel l'a regardé. Elle a soutenu son regard avec douceur. « Nous venons vous donner l'option de connaître la vérité. » Le jeune homme a respiré profondément. « Mes parents adoptifs sont ma famille. » Mathieu a hoché la tête. « Et personne ne veut changer cela. » Daniel a de nouveau regardé les documents. Son monde commençait à vaciller. « Pourquoi maintenant ?» a-t-il finalement demandé. Mathieu a baissé la voix. « Parce qu'une femme que personne ne regardait m'a rappelé ce que signifie ne pas abandonner. » Daniel a froncé les sourcils. « Quoi ?» Valérie a respiré profondément et a tout raconté. Le parc, le café, la confession, l'enquête. Daniel a écouté en silence. Quand elle a eu fini, le jeune homme s'est laissé tomber sur le fauteuil. C'est trop. Mathieu a ressenti une impulsion étrange. Il ne savait pas s'il devait l'embrasser ou reculer. Il a choisi la deuxième option. « Tu n'as pas à décider aujourd'hui. » Daniel l'a regardé. Il y avait quelque chose dans les yeux de Mathieu qui n'était pas du calcul. C'était de la vulnérabilité. « Elle veut me voir ?» a-t-il demandé à voix basse. Mathieu a senti son cœur s'arrêter. Oui, le silence était différent. Maintenant, ce n'était pas du rejet, c'était de la peur mêlée de curiosité. Daniel a regardé la photo de famille sur l'étagère, puis a de nouveau regardé Mathieu. «
J'ai besoin de parler à mes parents d'abord. Mathieu a hoché la tête. C'est ce qu'il faut faire. Valérie a ressenti du soulagement. Ce n'avait pas été une rupture violente. Cela avait été une porte entr'ouverte. Daniel s'est approché de la porte. Avant qu'il ne sorte, il a dit « Si c'est vrai, je veux des preuves définitives. » Mathieu a soutenu son regard. « Tu les auras. » Quand la voiture a démarré pour retourner à l'hôtel, personne n'a parlé pendant plusieurs minutes. Valérie a finalement rompu le silence. « Il ne nous a pas chassés. » Mathieu a expiré lentement. « C'est déjà ça. » Il a regardé dans le rétroviseur. « Il a mes yeux. » Valérie a souri légèrement. « Et votre façon de froncer les sourcils ?» Mathieu a laissé échapper un bref rire. Ce n'était pas un rire d'affaires. C'était humain. Mais il savait que le plus difficile ne faisait que commencer. Car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de documents, il s'agissait d'émotions. Et les émotions ne se signent ni ne s'archivent, elles s'affrontent. À Tours, Daniel est resté debout devant la porte fermée, tenant les papiers, sentant que la vie qu'il connaissait avait des fissures. Et pour la première fois de sa vie, il s'est demandé qui il était vraiment. Cette nuit-là à Tours, personne n'a dormi en paix. Dans la chambre d'hôtel, Mathieu est resté assis devant la fenêtre, regardant les lumières lointaines de la ville, comme s'il pouvait y trouver une réponse. Valérie était dans la chambre voisine, mais elle non plus ne parvenait pas à s'endormir. Elle savait que ce qui était en jeu n'était plus seulement une retrouvaille, c'était une identité, c'était une appartenance, c'était une blessure ouverte depuis près de 30 ans. Pendant ce temps, dans la maison crème du quartier tranquille, Daniel était assis à la table de la salle à manger avec ses parents adoptifs, Monsieur Henri et Claire Martin. Le dossier avec les documents était ouvert devant eux. Le silence pesait comme un orage avant d'éclater. « D'où as-tu tiré ça ?» a demandé Claire d'une voix tremblante. Daniel a respiré profondément. « Ils sont venus me voir aujourd'hui. Un homme nommé Mathieu Dubois. Il dit qu'il est mon frère. » Monsieur Henri est resté immobile. Le nom est tombé sur la table comme un écho inconfortable. « Dubois » a-t-il répété lentement. Claire a baissé le regard. Daniel l'a remarqué. « Vous saviez quelque chose ?» Le silence a été la réponse. « Maman » a-t-il insisté doucement. « J'ai besoin de savoir. » Claire a commencé à pleurer en silence. Monsieur Henri a posé une main sur son épaule. Nous savions que l'adoption n'était pas très claire. Daniel a senti son estomac se nouer. Pas clair comment. Monsieur Henri a soupiré profondément. L'intermédiaire nous a assuré que c'était une cession volontaire. Mais il y avait des commentaires, des rumeurs selon lesquelles le père biologique avait beaucoup de pouvoir. Daniel a senti que le monde commençait à basculer. Et malgré tout, vous avez signé. Claire a levé les yeux, plein de larmes. Nous te désirions tellement, mon fils, que nous n'avons pas assez posé de questions. La douleur dans sa voix était réelle. Daniel a senti que la colère ne trouvait pas sa place, car ses parents adoptifs n'étaient pas des méchants. Ils l'avaient aimé, ils l'avaient soigné, ils lui avaient donné une enfance stable, mais maintenant, il existait une autre vérité. Savait-il que ma mère biologique était vivante ? A-t-il demandé d'une voix brisée. Claire a nié avec force. On nous a dit qu'elle était décédée peu après l'accouchement. Daniel a fermé les yeux. Le mensonge avait été plus grand qu'il ne l'imaginait. Non seulement pour lui, mais pour tous. Le silence est devenu pesant. « Tu veux la rencontrer ?» a demandé Monsieur Henri finalement. Daniel a hésité. Son cœur battait fort. « Je ne sais pas. » Claire a pris ses mains. « Mon fils, t'aimer n'a jamais dépendu de ton origine. Mais si tu as besoin de réponses, nous ne t'arrêterons pas. » Cette phrase lui a donné quelque chose d'inattendu. La liberté. Daniel a respiré profondément. « J'ai besoin de la voir. » Le lendemain matin, le téléphone de Mathieu a vibré. Un message inconnu. « Je veux parler seul, sans avocat, sans pression. » Mathieu a senti son cœur s'accélérer. Valérie, assise en face de lui à la table du petit déjeuner, a remarqué le changement dans son expression. « C'est lui. » Mathieu a hoché la tête. Il veut parler seul. Valérie l'a regardé avec sérieux. « Vas-y. » Mathieu a hésité. « Et s'il me rejette ?» Valérie a soutenu son regard. « Alors au moins tu auras été courageux. » Mathieu a respiré profondément et a répondu. « Je suis là. »« Dis-moi, où ?» La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Parc Jardin de la Hacienda, à 11 heures. Le destin semblait répéter la scène initiale, un autre parc, un autre banc, une autre conversation qui pouvait tout changer. Daniel était assis quand Mathieu est arrivé. Il ne portait pas de costume, pas de montre coûteuse, juste un jean et une chemise simple. Mathieu s'est arrêté devant lui. La ressemblance était impossible à ignorer. Les mêmes pommettes, la même ligne de la mâchoire. Daniel a rompu le silence. «
Je ne suis pas venu pour me battre. Mathieu a hoché la tête. Moi non plus. Ils se sont assis. Pendant un moment, aucun ne savait quoi dire. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, a finalement confessé Daniel. Mais je ne savais pas quoi. Mathieu l'écoutait, sans l'interrompre. Je ne viens pas te prendre ta vie, a-t-il dit avec honnêteté. Je veux juste que tu aies l'option de connaître la vérité. Daniel a baissé le regard. Pourquoi maintenant? Mathieu a respiré profondément. Parce qu'une femme que personne ne regardait m'a rappelé ce que signifie ne pas abandonner. Daniel a levé les yeux. Elle m'a vraiment cherché toutes ces années? Mathieu a hoché la tête. Elle n'a jamais cessé de le faire. Le silence est devenu doux, non tendu. Daniel a dégluti. Et toi? Mathieu a hésité une seconde. Je ne savais pas que tu existais, mais maintenant que je le sais, je ne peux pas l'ignorer. Cette sincérité a changé quelque chose dans l'air. Daniel a respiré profondément. Je veux la voir. Les mots étaient simples, mais ils ont pesé comme une porte qui s'ouvre. Mathieu a senti sa poitrine se remplir de quelque chose de chaleureux. Ce n'était pas un triomphe, c'était un soulagement. Cet après-midi-là, Daniel a parlé à ses parents adoptifs. Il leur a expliqué sa décision. Claire a pleuré. Monsieur Henri l'a serré fort dans ses bras. « Ton cœur est grand », lui a-t-il dit. « C'est ce qui compte. » Daniel a senti qu'il ne perdait pas une famille. Il élargissait son histoire. Quand la voiture est partie pour revenir à Lyon, Mathieu a regardé Daniel dans le rétroviseur avec un mélange d'émotion et de crainte. Valérie, assise à l'arrière à côté de Daniel, avait l'impression d'assister à quelque chose de sacré. Personne ne parlait beaucoup, mais le silence n'était plus pesant, il était expectant. Madame Geneviève était assise dans sa petite chambre quand elle a entendu des pas dans le couloir. Mathieu a ouvert la porte lentement. Daniel est resté sur le seuil. Le temps a semblé s'arrêter. Madame Geneviève a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés. L'air a disparu. Daniel, a-t-elle chuchoté comme si le nom avait attendu sur ses lèvres pendant des décennies. Daniel a senti son cœur battre dans sa poitrine. Il avait imaginé ce moment de nombreuses fois depuis qu'il avait su la vérité. Mais la réalité était différente, plus fragile, plus humaine. Il s'est approché lentement. Madame Geneviève s'est levée avec difficulté. Ses mains tremblaient. « Pardonne-moi », fut la première chose qu'elle dit. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. » Daniel a senti que quelque chose en lui se brisait parce qu'il n'a pas vu de culpabilité, il a vu de la douleur. « Ce n'était pas ta faute », a-t-il chuchoté. Les larmes ont commencé à couler sans permission. Madame Geneviève a tendu la main mais n'a pas osé le toucher. Daniel a fait le dernier pas et l'a serré dans ses bras. Ce n'était pas un câlin parfait. Il était maladroit, rempli de larmes contenues pendant des années. Valérie a senti sa poitrine exploser. Mathieu observait, les yeux humides, car ce câlin ne guérissait pas seulement sa mère, il le guérissait aussi. Madame Geneviève pleurait sans bruit. « Je t'ai pensé chaque jour », a-t-elle chuchoté. Daniel a fermé les yeux. « Je ne savais pas, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. » Le temps est devenu hors de propos. 30 ans se sont compressés en un seul instant. Mathieu s'est approché lentement. Daniel a levé les yeux. Ils se sont observés quelques secondes et sans rien dire, ils se sont aussi serrés dans les bras. C'était une étreinte différente, plus contenue, mais pleine de reconnaissance. Valérie a compris quelque chose de profond. La famille ne se perd pas toujours. Parfois, elle se cache simplement sous des couches de mensonges. Quand ils se sont assis tous les trois, le silence fut doux. Daniel a regardé Mathieu. « Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant. » Mathieu a hoché la tête. « Nous n'avons pas à le décider aujourd'hui. » Daniel a regardé Madame Geneviève. « Je veux juste la connaître, pas à pas. » Elle a souri entre ses larmes. « C'est suffisant. » Valérie a senti que l'histoire atteignait un point de lumière, mais elle savait qu'il manquait encore quelque chose. Car guérir, ce n'est pas effacer le passé, c'est apprendre à vivre avec lui. Et il y avait encore des questions sans réponse, des questions sur le père de Mathieu, sur la justice, sur les décisions qui avaient causé tant de douleur. Mais pour la première fois, la vérité n'était plus enterrée. Elle était assise dans cette petite pièce, respirant. Et même si l'avenir était incertain, il y avait de l'espoir. Et parfois, l'espoir est le plus grand des miracles. L'étreinte n'a pas tout résolu. Elle n'a pas effacé les années perdues. Elle n'a pas rendu les Noëls vides. Elle n'a pas réparé exactement ce qui était brisé. Mais elle a fait quelque chose de plus important. Elle a arrêté l'abandon. Et parfois, c'est le début de la guérison. Daniel a décidé de rester quelques jours à Lyon, non pas à la pension, non pas dans le manoir, mais dans un petit hôtel intermédiaire. Mathieu a respecté cela pour la première fois de sa vie. Il n'a pas essayé de contrôler le rythme de quelque chose. Il a laissé faire. Valérie remarquait chaque détail.
L'homme qui donnait autrefois des ordres secs demandait maintenant avec douceur. « Êtes-vous à l'aise? Avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous parler ou préférez-vous le silence ?» Daniel n'était pas habitué à cette vulnérabilité, mais il ne la rejetait pas non plus. Un après-midi, ils ont marché tous les trois au parc de la Tête d'Or, le même parc, le même banc, la même histoire qui avait commencé avec un verre de café. Madame Geneviève portait un nouveau pull que Valérie lui avait offert. Daniel l'observait en silence. « Vous veniez toujours ici ?» a-t-il demandé. Elle a hoché la tête. C'était le plus près que je pouvais être de vous sans envahir. Mathieu a senti un nœud dans la gorge. Et je ne l'ai jamais su. Madame Geneviève l'a regardé avec tendresse. « Ne te reproche pas ce qu'on t'a caché. » Daniel a respiré profondément. « Pourquoi n'avez-vous pas lutté davantage ?» La question n'était pas une accusation, c'était de la douleur. Madame Geneviève a soutenu son regard. « Parce que quand on vous enlève tout, parfois il ne vous reste plus qu'à survivre. » Le silence fut humain, sans reproche, sans jugement, juste de la compréhension. Mathieu savait qu'il y avait quelque chose en suspens. Le nom de son père flottait toujours comme une ombre. Une nuit, dans le bureau du manoir, il a réuni Daniel et Valérie. « Je ne veux pas que cela se transforme en guerre juridique, » a-t-il dit fermement. « Mon père n'est plus là, il ne peut pas répondre. » Daniel l'a regardé attentivement. « Alors je veux faire quelque chose de différent. » Valérie a ressenti de la curiosité. Mathieu a respiré profondément. « Je vais créer une fondation au nom de notre mère. » Madame Geneviève était présente. Ses yeux se sont remplis de surprise. Pourquoi faire? Pour les femmes qui ont été réduites au silence par le pouvoir. Pour les mères qui ont perdu leurs enfants à cause de décisions injustes. Daniel l'observait. Il ne voyait plus seulement l'homme d'affaires. Il voyait l'homme qui choisissait de guérir au lieu de se venger. « Cela ne change pas ce qui s'est passé », a dit Daniel. « Non », a répondu Mathieu, « mais cela peut empêcher que cela se reproduise. » Le silence s'est rempli de sens. Valérie a senti des larmes dans ses yeux. Elle n'avait jamais imaginé qu'un café finirait par créer quelque chose d'aussi grand. Les jours suivants ont montré une véritable transformation. Mathieu a commencé à rendre visite à Madame Geneviève sans hâte. Il s'asseyait pour écouter des histoires de son enfance. Il a découvert des détails qu'il n'avait jamais connus. Qu'il aimait dormir en serrant une poupée en tissu, qu'il avait peur de l'obscurité, qu'il riait fort quand il était heureux. Daniel écoutait aussi. Il se reconnaissait dans certains traits et dans d'autres, il découvrait des différences qui le rendaient unique. Il ne se faisait pas concurrence, il n'essayait pas d'occuper une place déjà prise. Ils apprenaient à coexister. Valérie observait tout, le cœur plein, car elle avait été témoin du début, et elle voyait maintenant le fruit. Un après-midi, Daniel a demandé à parler seul avec Mathieu. Ils se sont assis sur la terrasse du manoir. Le crépuscule peignait le ciel d'orange et de violet. « Je ne sais pas quelle place j'occuperai dans ta vie », a dit Daniel avec honnêteté. Mathieu n'a pas hésité. « Celle que tu voudras. » Daniel l'a regardé. « Je ne veux pas ton argent. » Mathieu a souri doucement. « Je ne te l'ai pas proposé. » Il y a eu un silence confortable. « Je veux du temps, » a continué Daniel. « Je veux te connaître sans pression. » Mathieu a hoché la tête. « C'est ce que je veux aussi. » Et pour la première fois, tous deux ont souri sans tension. Ce n'était pas une promesse grandiose, c'était quelque chose de plus simple, une présence. Un matin, Valérie est retournée au parc avec un thermos. Madame Geneviève n'était plus seule. Daniel l'accompagnait. Mathieu est également arrivé quelques minutes plus tard. Ils se sont assis tous les quatre. Valérie a servi le café. La vapeur est montée lentement. Madame Geneviève a souri. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» a-t-elle dit en regardant Valérie. « C'est que tout a commencé avec ça. » Valérie a baissé le regard, humble. Je ne voulais juste pas qu'elle soit seule. Daniel a tenu le verre entre ses mains. Parfois, le petit change ce qui semblait impossible. Mathieu a regardé Valérie. Je ne t'ai jamais présenté d'excuses. Elle a levé les yeux, surprise. Pourquoi, monsieur? D'avoir cru qu'aider était une perte de temps. Valérie a souri doucement. Il n'est jamais trop tard pour regarder différemment. Mathieu a respiré profondément et à cet instant, il a compris quelque chose qu'aucune affaire ne lui avait appris. Le pouvoir n'est pas de contrôler, il est de connecter. La vie ne rend pas les années, n'efface pas les mensonges, ne répare pas exactement ce qui a été brisé, mais elle offre des opportunités de choisir différemment, d'arrêter la chaîne du silence, de transformer la douleur en un but. Un café n'est pas seulement un café, il peut être une compagnie, il peut être un pont, il peut être le début d'une vérité enfouie. Parfois, nous pensons que nous avons besoin de grands gestes pour changer le monde. Mais le monde change quand quelqu'un décide de ne pas passer son chemin, quand quelqu'un regarde ceux que tout le monde ignore, quand quelqu'un dit « je ne te laisserai pas ».
Mathieu a appris que l'argent n'achète pas le temps perdu, mais il peut investir dans la justice. Daniel a compris que connaître la vérité n'efface pas l'amour qu'il a reçu, il l'amplifie. Madame Geneviève a découvert qu'il n'était jamais trop tard pour embrasser. Et Valérie a confirmé quelque chose qu'elle savait déjà dans son cœur, que la gentillesse n'est jamais petite. Si cette histoire vous a touché, si jamais vous avez senti que le monde était trop froid, souvenez-vous de ceci. Vous pouvez toujours être le café chaud dans l'hiver de quelqu'un, car nous ne savons pas quelle porte un simple geste peut ouvrir. Et peut être, sans le savoir, vous changer une histoire bien plus grande que la vôtre. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la et dites-nous en commentaire. Un petit geste a-t-il déjà changé votre vie? Parce que parfois, ce qui semble insignifiant est exactement ce qui sauve tout.